Alors, je vais vous parler du statut du fermage et du fermage notamment face à l'aléa climatique ou aux aléas climatiques. Effectivement, la problématique du changement climatique est importante, notamment dans le milieu agricole qui est très impacté. Et il faut absolument regarder le problème et traiter le problème, notamment lié aux règles du statut du fermage. Alors, c'est un problème qui n'est pas nouveau, puisqu'effectivement, déjà dans le Code d'Hammurabi, il y a longtemps, puisque c'était en 1750 avant Jésus-Christ, il y avait déjà des règles qui régissaient les problèmes climatiques en agriculture. Par exemple, là, dans l'article 48, c'est lorsqu'il y a un prêt de blé à un agriculteur et qu'il arrive une inondation ou une sécheresse, eh bien, l'agriculteur ne va pas être obligé de rembourser son créancier ni de lui payer les intérêts. Donc, vous voyez, il y avait déjà des règles qui régissaient ces problèmes d'aléas climatiques supportés par les agriculteurs. Donc la question aujourd'hui, c'est face à la multiplication des aléas climatiques, on peut en avoir maintenant plusieurs sur une même année, eh bien, que ce soit du gel, de la grêle, des inondations, de sécheresse, de l'incendie, etc. Ça met à mal la pérennité des exploitations agricoles, parce qu'il peut y avoir des pertes de récolte vraiment importantes pour le fermier. Et donc la question, c'est de savoir qu'est-ce que prévoit le statut du fermage dans ce genre de situation. Donc moi, j'ai identifié trois situations où le statut du fermage nous parle d'aléas climatiques. D'ailleurs, il parle de cas fortuits. On va revenir sur cette définition de cas fortuits. C'est la situation où on a le droit de demander à son propriétaire une remise, une réduction de son loyer lié à la perte de récolte. Il y a aussi, en cas de destruction du bien loué, la demande de résiliation du bail sur la partie qui a été détruite. Et puis, ça, on le connaît de manière plus courante, c'est le dégrèvement de taxes foncières, c'est-à-dire au niveau du propriétaire, l'impôt foncier qu'il a réglé, eh bien, il va devoir donner le dégrèvement obtenu en cas d'aléa climatique à son fermier. Voilà les trois situations basées sur la notion de cas fortuit. Alors, qu'est-ce que le cas fortuit? C'est l'appellation que l'on donne à un événement dont, compte tenu des connaissances acquises et des techniques actuelles, il est impossible d'en prévoir l'arrivée. Donc, nos aléas climatiques rentrent bien dans la définition des cas fortuits. De manière assez courante, les tribunaux assimilent le cas fortuit à la notion de force majeure. Donc, notion de force majeure, c'est irrésistible, imprévisible et extérieur. Sachant que le cas de force majeure est plus lié à quelque chose qui est insurmontable et le cas fortuit est plus imprévisible. Mais là, on joue un peu sur les mots. Par contre, vous noterez bien qu'il n'y a pas de notion d'exceptionnel ou pas. Même si les aléas climatiques deviennent récurrents, ils sont toujours imprévisibles, ils sont toujours irrésistibles. Et c'est une cause extérieure, bien sûr, sur laquelle on n'a pas la main. Donc c'est pour ça que d'un point de vue contractuel, il y a une incidence, le fait de ne pas avoir la main sur les choses, de rien pouvoir faire contre. Donc le premier élément où on prend en compte l'aléa climatique, c'est la demande de réduction du fermage, de remise sur le fermage pour perte de récolte. C'est prévu par le code rural, l'article L 411-24, mais de manière très succincte puisqu'il nous renvoie dans ces situations-là au code civil. Le code civil, l'article 1769 du code civil, prévoit que si pendant la durée du bail, la totalité ou la moitié d'une récolte au moins est enlevée par des cas fortuits, le fermier peut demander une remise du prix de sa location, à moins qu'il ne soit indemnisé par les récoltes précédentes. S'il n'est pas indemnisé, l'estimation de la remise ne peut avoir lieu qu'à la fin du bail, auquel temps il se fait par compensation de toutes les années de jouissance. Et cependant, le juge peut provisoirement dispenser le preneur de payer une partie du prix en raison de la perte soufferte. Alors, on va reprendre élément par élément, mais d'abord, pour demander une remise, une réduction sur le loyer, les conditions, c'est la perte de la totalité ou plus de la moitié d'une récolte et elle doit être due à des cas fortuits. Donc, plus de la moitié de la récolte, c'est en quantité. Après, par rapport à quelle référence, ça, c'est pas précisé, mais certainement aux dernières récoltes. Et puis, il faut démontrer que cette perte de récolte a bien été produite par un cas fortuit.
même si c'est de manière indirecte. Donc il va falloir trouver le lien de cause à effet justifiant que c'est lié. Et donc, dans la demande de remise de fermage, la première des choses, c'est qu'on va s'adresser au propriétaire bailleur et on va négocier avec lui finalement. On va demander cette remise et le bilan sera fait que en fin de bail, mais au renouvellement des 9 années finalement, à la fin de la période des 9 années. Ou alors, on peut provisoirement faire une action en justice et demander au juge une dispense de paiement du loyer. Donc la première des choses, c'est la demande au propriétaire bailleur. Donc on lui demande une remise du fermage. On vérifie que les récoltes précédentes ne compensent pas la perte annuelle. Et il va falloir attendre la fin du bail pour vérifier si la perte n'a pas été compensée par les autres années du bail. Donc on va prendre la période de 9 années du bail, puisque quand on renouvelle, on repart quand même sur des nouvelles bases. Donc il va falloir de toute façon, quoi qu'il arrive, trouver un accord avec le propriétaire bailleur. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une deuxième partie qui est liée, une deuxième possibilité qui est liée à une demande, une action auprès du juge pour demander une dispense de loyer. Donc cette année, je souhaite, s'il vous plaît, monsieur le juge, ne pas payer mon loyer parce que j'ai perdu plus de la moitié de ma récolte. Cette dispense va être par contre provisoire. Le juge, ça va être le juge des baux ruraux, donc le tribunal paritaire des baux ruraux. Mais cette dispense ne va être que provisoire. Et ensuite, on reviendra à la fin du bail, voir si les autres années n'ont pas compensé la perte soufferte sur une année. Alors, il y a des exceptions à l'application de cette règle de dispense de remise ou de dispense du loyer. C'est d'abord le fait que ce soit lié uniquement à la perte d'une récolte qui était encore sur pied. Cette demande de remise ou de dispense ne fonctionne pas lorsque on a déjà récolté, levé la récolte et stocké la récolte, par exemple. Si jamais elle est détruite à ce moment-là, ces articles ne fonctionnent pas. La deuxième particularité, c'est le cas particulier des baux annuels. Donc là, on est bien que sur une période d'une année. Et à ce moment-là, ça va être beaucoup plus simple parce que si on perd plus de la moitié de la récolte, toujours, on va demander une décharge d'une partie proportionnelle du prix de la location. J'ai perdu 60% de ma récolte. Je vais demander à ne payer que 40%, pardon, de mon loyer. Donc c'est plus simple, mais c'est hyper rare des baux annuels en agriculture, puisque le principe, c'est bien des baux de 9 ans. C'est des exceptions. En fait, ces baux annuels, c'est soit des baux de petites parcelles qui sont régis par le Code civil avec des surfaces donc inférieures aux surfaces qui sont fixées par département. Et même dans ce cadre-là, lorsqu'on est sur un bail de petites parcelles sur des grandes cultures avec une rotation blé, orge, colza, on va plutôt considérer que c'est un bail pour 3 ans. Donc, voilà, ça sera même pas applicable. Donc, ça pourrait peut-être s'appliquer sur des prairies, par exemple. Sinon, l'autre cas de baux annuel, c'est la situation d'un propriétaire bailleur qui est mineur dans l'attente de devenir majeur pour s'installer, ou un propriétaire bailleur qui veut installer un enfant ou un petit enfant qui est mineur dans l'attente de sa majorité et de son installation. Donc ça, effectivement, c'est des situations très particulières de convention temporaire, mais finalement plus simples. L'exception principale à l'application des règles du Code civil de dispense et de remise, c'est une disposition contractuelle. Il est possible dans le contrat, dans le contrat de bail, de prévoir que le preneur va prendre à sa charge le risque de tous les cas fortuits. Donc on va vraiment avoir une clause à l'intérieur du contrat qui va lister les cas fortuits qu'il va prendre en charge. Et donc, si on n'a pas cette clause dans le bail, ça va être les règles que l'on a vues tout à l'heure qui vont s'appliquer. Et si on est sur un bail verbal, c'est le bail type départemental qui va s'appliquer. Donc, savoir si ce type de clause est inclus dans le bail type départemental, sachant que pour ceux que j'ai déjà pu consulter, il n'y a pas ce genre de clause de prévu. Alors, c'est les articles 1772 et 1773 du Code civil qui prévoit le fait de pouvoir contractuellement faire porter à la charge du fermier
les cas fortuits. Et alors, il y a une distinction assez drôle qui est faite entre les cas fortuits ordinaires, grêle, feu du ciel, gelée ou coulure, et ceux qui sont extraordinaires, les ravages de guerre et les inondations. Mais quoi qu'il arrive, l'article 1773 finit par le fait que tous les cas fortuits, prévus ou imprévus, peuvent être pris en charge quand même par le preneur. Donc voilà, effectivement, il y a une distinction, mais on peut tout contractuellement faire porter au fermier. Alors, dans le cadre de la remise du fermage, c'est bien un accord qui est trouvé entre le bailleur et le preneur. Et en cas de désaccord entre les parties, eh bien, ça va être au tribunal paritaire des baux ruraux de trancher, notamment si on a eu un accord de principe d'une remise, mais qu'on doit refaire le calcul sur la fin du bail, donc sur la période de la fin des 9 années, et bien qu'on a un désaccord entre les parties, eh bien, on va saisir le tribunal paritaire des baux ruraux pour apprécier la réalité du cas fortuit et puis le montant de l'indemnisation qui sera, enfin de la remise qui sera accordée. Donc effectivement, ça, c'est certainement quelque chose que, le tribunal, paritaire des baux ruraux va confier comme estimation, comme expertise à un expert agricole pour pouvoir ensuite trancher et juger. Donc voilà, ça c'était la première situation. La deuxième situation où on parle des aléas climatiques dans le cadre du statut du fermage, c'est, le cas de la destruction par cas fortuit du bien loué ou d'une partie du bien loué qui peut entraîner la résiliation du bail. Donc c'est l'article L411-30 du Code rural qui prévoit notamment qu'en cas de destruction totale de tous les biens loués, eh bien, il va y avoir une résiliation de plein droit. Ça semble assez logique. Vous êtes locataire uniquement de bâtiments d'exploitation agricole qui sont emportés par une tornade, eh bien, le bail s'arrête de plein droit. Alors, si jamais on voulait ressouscrire au bail, enfin maintenir le bail, volontairement, les parties pourraient le faire, mais de plein droit, ça va s'arrêter. Donc, l'article L411-30 est un peu plus complexe que ça, puisqu'il prévoit aussi les situations où c'est pas tous les biens loués qui sont détruits, mais seulement un bien compris dans le bail qui est détruit, et détruit en partie ou en totalité, par cas fortuit. Et donc, on va à ce moment-là rentrer dans une distinction entre une situation où cette destruction partielle des biens loués compromet l'équilibre économique de l'exploitation du fermier, ou alors ne compromet pas la pérennité de l'exploitation du fermier. Donc, si ça compromet la pérennité de l'exploitation du fermier, c'est le fermier qui va avoir le choix de demander au propriétaire bailleur de reconstruire ou alors de laisser tomber et de demander un avenant au bail pour retirer cette partie-là de son bail. Et si jamais ça ne compromet pas la pérennité de l'exploitation du fermier, c'est le propriétaire bailleur qui, lui, va avoir le choix de reconstruire ou pas ce bien qui a été détruit. Et alors, lorsqu'on est sur le fermier qui demande, enfin, qui impose à son propriétaire bailleur de reconstruire, le propriétaire va avoir son indemnité d'assurance pour reconstruire. Donc, il va reconstruire à hauteur de son indemnité d'assurance. Ou alors, s'il veut reconstruire et que ça coûte plus cher, ce qui est régulièrement le cas en réalité, eh bien, le propriétaire bailleur va pouvoir prendre en charge ce surcoût de reconstruction et demander d'office une augmentation du loyer. Après, il peut y avoir un débat sur la fixation du montant du loyer augmenté. Et à ce moment-là, ça va être le tribunal paritaire qui va être désigné et certainement un expert agricole. Mais c'est la règle. Le fait qu'il y ait un surcoût de reconstruction, il y aura une augmentation du loyer. Et à contrario, ça peut être le fermier qui décide de prendre en charge lui-même le surcoût de la reconstruction. Et alors, à ce moment-là, on va considérer que c'est une amélioration du bien loué, traité comme tel, c'est-à-dire en fin de bail, eh bien, le fermier aura droit à une indemnisation pour amélioration du bien loué avec l'application des règles du statut du fermage sur le calcul de cette indemnité. Même situation hein, du côté du propriétaire lorsque c'est lui qui fait le choix de reconstruire ou de pas reconstruire en fonction de l'indemnité d'assurance. Mais voilà, c'était pour vous décortiquer un peu la construction de cet article L411-30 du Code rural sur toutes les possibilités.
La dernière situation où on parle d'aléas climatiques dans le statut du fermage, c'est l'application du dégrèvement de taxes foncières pour calamité agricole qui doit venir se déduire du fermage qui est dû. Effectivement, la taxe foncière est reçue par le propriétaire, bailleur, mais elle doit revenir, elle doit bénéficier au fermier puisqu'elle est liée à une perte, une calamité agricole, à une perte de récolte. Donc ce dégrèvement de taxe sur le foncier non bâti, hem, le propriétaire en est informé avec son rôle, son appel de taxe foncière, et il y a un courrier en règle générale qui vient réexpliquer le montant de l'exonération appliquée et le fait qu'il doit en faire bénéficier le fermier. C'est l'article L411-24 du Code rural qui le prévoit et qui a été réécrit d'ailleurs pour que ce soit vraiment le plus clair possible parce que c'est des choses qui sont devenues assez régulières maintenant. Donc, deux solutions pour le propriétaire. Soit on applique la réduction sur le montant du fermage qui nous est dû, et donc on l'écrit officiellement quand on fait notre demande de paiement du fermage actualisé, on applique ce dégrèvement. Soit si on a déjà reçu le montant du loyer, eh bien on va devoir rembourser le montant au fermier. Alors, il faut bien avoir en tête que le fermier n'est pas informé et c'est que le propriétaire qui en est informé. Donc, c'est bien à lui de transmettre cette information-là au fermier. Pour que le fermier trouve le bon montant, il aurait beaucoup de recherches à faire pour connaître ce dégrèvement. Donc, il ne peut pas l'appliquer lui-même, hein. Il peut certes calculer son loyer actualisé, mais il ne peut pas savoir le montant de taxe foncière ou le remboursement de la taxe chambre d'agriculture qui est à régler. Il faut que ce soit bien le propriétaire qui lui transmette l'information. Donc voilà, je vous ai remis l'article L411-24 du Code rural qui reprécise la manière dont le propriétaire doit faire une ristourne sur le montant du loyer ou rembourser le dégrèvement à son fermier. Donc voilà, j'en ai terminé sur les éléments des aléas climatiques que l'on retrouve dans le statut du fermage. Sur la chaîne YouTube, vous avez d'autres présentations sur le statut du fermage et encore plein d'autres éléments, notamment sur la transmission du patrimoine. Et pour terminer, voilà ma carte de visite.